Bonjour et bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans votre édition accessible aux sourds et aux malentendants grâce à notre interprète Assi Mark. Le président du Niger est en Côte d'Ivoire pour une visite de 48 heures. Mohamed Bazoum s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara. La visite qui intervient alors que la CEDEAO tient un sommet à Accra le 3 juillet prochain. Il y sera question notamment de la situation dans les pays qui ont connu des coups d'État ces derniers temps. Pendant ce temps, le vice-président Tiemoko Melie Kone assistait, lui, à une audience solennelle, la prestation de serment de quelques nouveaux membres de la Cour des comptes. C'était aussi dans les locaux du palais de la présidence, en présence de Viviane Aïma, son reportage dans une dizaine de minutes. En RDC, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a annoncé hier 23 juin l'acquittement de l'ex-directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Il avait été condamné en première instance en juin 2020 à 20 ans de prison et à 10 ans d'inéligibilité pour corruption et détournement dans la gestion des fonds destinés au projet des 100 jours du chef de l'État. Je vous le disais au sommaire de ce 13h, Mohamed Bazoum est arrivé hier jeudi 23 juin pour une visite d'État de 48 heures en Côte d'Ivoire. Dans la soirée d'hier, le président Alassane Ouattara lui a offert un dîner au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire pour célébrer l'excellence des relations entre les deux pays. C'était en présence de nombreuses personnalités et membres du gouvernement. Alexis Ouedraogo y était aussi, mais seulement pour le reportage. Pour l'amitié et la fraternité entre Ivoiriens et Nigériens. Jeudi soir, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, les chefs d'État Alassane Ouattara et Mohamed Bazoum célèbrent l'excellence des relations entre leurs deux pays. Le président nigérien et son épouse sont élevés dans l'ordre national. Je voudrais ici vous exprimer ma disponibilité à constituer avec vous un tandem pour la promotion des valeurs de la paix, de la sécurité et de la démocratie dans l'espace UEMOA, CEDEAO, ainsi que dans les instances de l'Union africaine. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements et vous assurer de ma profonde gratitude pour l'honneur que vous me faites, ainsi qu'à mon épouse. Le Niger et son peuple seront heureux de vous recevoir à Niamey, en compagnie de Madame la Première Dame, en visite officielle au Niger, à une date à votre convenance, afin que nous puissions continuer le travail de raffermissement et de développement des relations bilatérales nigéro-ivoiriennes. L'occasion pour Alassane Ouattara de réitérer sa détermination à œuvrer au raffermissement de cette longue relation d'amitié et de coopération. Je voudrais à cet égard me féliciter de la signature de 5 accords de coopération entre nos deux pays dans les domaines politiques, de la sécurité et lutte contre le terrorisme, des hydrocarbures, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et des ressources animales. La réalisation de cet engagement n'est possible que si la paix et la stabilité règnent à l'intérieur et aux frontières de chacun de nos États. Je voudrais donc vous réitérer la compassion du gouvernement et du peuple ivoirien suite aux différentes attaques terroristes perpétrées sur le territoire nigérien et manifester notre solidarité au peuple et au gouvernement nigérien dans la lutte inlassable sous votre leadership contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans notre sous-région. S'agissant particulièrement du terrorisme, il nous faut renforcer davantage notre coopération dans la lutte contre ce fléau et mutualiser nos efforts et nos moyens. Notons que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à plus de 71 milliards de francs CFA en 2020. Nous étions donc à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République. Un reportage d'Alexis Ouedraogo, Begré Jérôme et Traoré Zakaria. Un peu plus tôt dans la journée, le président du Niger s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara. Une visite donc qui intervient alors que la CEDEAO tient un sommet à Accra le 3 juillet, lors duquel il sera question notamment de la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, les trois pays qui ont connu des coups d'État ces derniers temps. Le compte-rendu de Viviane Aïma.
Honneur militaire rendu au président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, au palais présidentiel, marqué par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Si l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Niger est excellente, ancienne et pérenne depuis l'indépendance des deux pays, entre les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête des deux États, les présidents Alassane Ouattara et Mohamed Bazoum, parvenus assez récemment à la magistrature suprême dans son pays, ont décidé d'inscrire leurs relations personnelles et celles qui unissent leurs deux pays dans la continuité du climat de fraternité, de solidarité et de coopération qui a toujours prévalu dans les relations entre les chefs d'État des deux pays. Au palais présidentiel, les deux chefs d'État ont eu un long entretien au cours duquel ils ont fait un tour d'horizon des difficultés que traverse la sous-région ouest-africaine, et cela dans la perspective du prochain sommet de la CEDEAO le 3 juillet à Accra. Mais en prime, ils ont renforcé l'entente et l'amitié entre les deux pays. Je suis très heureux et très honoré, Monsieur le Président, de vous accueillir en terre ivoirienne, votre pays, et vous dire que le peuple ivoirien est un peuple hospitalier, et aussi louer et féliciter la communauté nigérienne pour sa contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. C'est une communauté bien intégrée. Je dois vous le dire et m'en féliciter. Je dois dire que nous avons les mêmes préoccupations, la question de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, les questions bien sûr économiques et financières, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, et bien sûr le contexte international dans son ensemble. Bien évidemment, nous sommes membres, tous les deux pays, de l'Union monétaire ouest-africaine, ce qui nous permet d'avoir des coordinations très étroites, mais également de la CEDEAO et bien évidemment de l'Union africaine. D'ailleurs, nous avons un sommet de la CEDEAO bientôt, le 3 juillet à Accra. Donc nous avons essayé d'harmoniser nos points de vue sur ce dossier délicat, que ce soit sur le Burkina, le Mali ou la Guinée. Ce sont des pays voisins de la Côte d'Ivoire et bien sûr le Burkina et le Mali sont voisins du Niger. Donc ce sont des pays avec lesquels nous voulons entretenir et développer des relations de confort, mais souhaiter surtout que le processus démocratique avance conformément à nos souhaits et que les peuples de ces pays ne continuent pas de souffrir de l'environnement actuel. Donc le prochain sommet de la CEDEAO est quelque chose de très important pour nous. Il s'agit non seulement de nos frères des pays voisins, mais également de la sécurité dans nos propres pays. Le président Bazoum, je voudrais donc le féliciter à nouveau pour sa brillante élection, pour l'alternance démocratique au Niger, puisque vous savez qu'il a succédé au président Issoufou, qui après 2 mandats a décidé de partir, de respecter la Constitution. Alors je voudrais dire aux Nigériens qui sont là que moi aussi j'ai respecté la Constitution de la Côte d'Ivoire, donc pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je suis très heureux d'être à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en visite officielle cette fois-ci. Je suis venu à 3 reprises déjà pour des rencontres, mais j'y venais aussi parce que je venais pour le président Ouattara, pour marquer mon attachement à la Côte d'Ivoire et à la relation bien singulière qui lie nos deux pays. Et, Monsieur le Président, nous sommes heureux de voir que la Côte d'Ivoire a pu se retrouver sur ses bases et jouer son rôle de locomotive de l'UEMOA et d'acteur important à la CEDEAO. Le président Ouattara est l'un des plus anciens maintenant et à ce titre quelqu'un de très averti qui nous donne les meilleurs conseils à l'occasion de nos rencontres et nous faisons toujours très attention à ce qu'il nous dit. Nous avons une communauté très importante qui vit ici depuis toujours
et qui vit de façon confortable, qui mène des activités économiques importantes, une communauté dont la spécificité, c'est aussi d'être tournée vers le Niger, qui investit beaucoup au Niger. C'est vraiment le modèle de communauté à l'étranger que nous voulons promouvoir comme ça. Mais si les Nigériens sont si à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire les a accueillis avec son hospitalité que lui reconnaissent tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Et les autorités, en particulier le président Ouattara, le gouvernement, ont toujours fait très attention à la façon dont vivent les communautés qui sont accueillies et qui sont traitées avec une hospitalité tout à fait remarquable. Je suis venu remercier le président Ouattara pour la façon dont justement sont traités les Nigériens ici. Et je suis venu aussi faire avec lui un tour d'horizon des problèmes qui nous concernent. Dans la soirée, le président Mohamed Bazoum était l'hôte d'un dîner offert par le chef de l'État ivoirien. Un dîner donc qui a été couvert par Alexis Ouedraogo. On reste au palais de la présidence de la République, toujours avec notre reporter Viviane Aïma, pour une activité qui cette fois s'est faite en présence du vice-président Tiemoko Melia-Kone. De nouveaux membres de la Cour des comptes y ont prêté serment hier jeudi au cours d'une audience solennelle. Reportage. Si la Cour des comptes a été créée le 9 janvier 2018 par le président de la République Alassane Ouattara pour contrôler la gestion des finances publiques, cette haute juridiction administrative vient d'être dotée de ressources humaines pour lui permettre de travailler efficacement. Ce jeudi 23 juin s'est déroulé au palais présidentiel en présence du vice-président de la République, Kone Tiemoko Melia, représentant le président de la République, l'audience solennelle d'installation des nouveaux membres de la Cour des comptes. Mis à part le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, qui a déjà prêté serment le 8 janvier 2018 en présence du président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, l'audience solennelle de ce jeudi 23 juin a vu l'installation du procureur général près la Cour des comptes, Koulibaly Ahmed Souleymane, 30 ans d'exercice de la magistrature, magistrat hors hiérarchie. L'installation du président de chambre, l'installation des conseillers maîtres, des conseillers référendaires, des auditeurs. Ces nouveaux membres sont issus des rangs de la magistrature, mais aussi de l'administration publique. Pour ces derniers qui intègrent désormais le corps de la magistrature, un cérémonial de prestation de serment a eu lieu. La Cour des comptes, désormais dotée d'une solide armature en ressources humaines, le président de cette institution, Kanvali Diomandé, a salué la détermination du président de la République à voir la Cour des comptes jouer pleinement son rôle. La Cour doit veiller par son action permanente de vérification au respect de la transparence dans la gestion publique, à l'accès de tous aux résultats de ces contrôles, à la soumission de tous les gestionnaires publics au droit, à la reddition des comptes par tout agent dépositaire d'un mandat public, ainsi qu'au respect des règles et des pratiques favorisant la performance dans le secteur public. Le jour de son installation en 2018, la Cour comptait qu'une vingtaine de magistrats, dont près de la moitié a été depuis admis à faire valoir ses droits à la retraite. Honorables invités, vous pouvez comprendre nos remerciements très appuyés à Monsieur le Président de la République, dont la vision est, entre autres, de conforter l'exemplarité de la gestion publique pour hisser notre pays au panthéon des États respectés dans le monde. Ainsi, il a autorisé, rien que pour le siège, l'ouverture de postes budgétaires et le recrutement de 17 nouveaux magistrats en 2020 et 16 en 2021. L'effectif des magistrats de la Cour est ainsi passé d'une vingtaine en 2018 à 53 en 2022. C'est cette évolution très appréciable de l'effectif de la Cour qui donne à la présente cérémonie toute son importance. Le personnel magistrat de la Cour est sensiblement renforcé et rajeuni, comme vous avez pu le constater.
Pour sa part, le procureur général qui prend ainsi officiellement fonction a engagé la responsabilité des nouveaux membres. L'installation dont vous venez de faire l'objet est l'acte officiel par lequel vous êtes désormais habilité à exercer vos fonctions. Je vous exhorte par conséquent à de la rigueur et à un sens élevé des fonctions qui sont désormais les vôtres afin de mériter la confiance que portent nos concitoyens à la haute institution à laquelle vous appartenez à ce jour. Avec cette audience solennelle d'installation qui vient parachever sa création le 9 janvier 2018, la Cour des comptes est désormais apte à assurer ses missions. Et on va quitter le palais de la présidence de la République, direction l'Égypte, où le forum d'Aswan 2022 a ouvert ses portes mardi dernier. C'est la 3e du genre, la 3e édition. Et c'est une plateforme de haut niveau consacrée aux questions de paix, de sécurité et de développement durable en Afrique. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural y prend part. Kobenan Kwasi Adjumani a fait une communication sur les efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour faire face notamment au terrorisme et aussi surmonter les effets de la pandémie de Covid-19. Walter Amado Ouattara, notre envoyé spécial au Caire. Environ 50 pays présents au Caire en Égypte. Ils prennent part à la 3e édition du Forum d'Aswan. C'est un cadre d'échange sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée, singulièrement les questions de paix, de sécurité et de résilience au développement durable. La Côte d'Ivoire est très attendue. La Côte d'Ivoire, qui est un des premiers producteurs agricoles en Afrique, donc l'expérience de la Côte d'Ivoire est très précieuse pour nos discussions. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins actuellement dans la scène internationale. Elle souffre de l'impact de la crise ukrainienne avec la crise des denrées alimentaires. Et en même temps, elle doit toujours faire face aux défis du terrorisme qui ravage notre continent, aux conséquences du Covid économique et social. Comment gérer tout cela en même temps? Quelles réponses les pays amènent à ces défis de manière à renforcer leur capacité à gérer ces crises? Voilà les enjeux de cette édition du Forum. À la cérémonie d'ouverture, plusieurs interventions par visioconférence, notamment celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, du président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Ces personnalités ont exprimé leur soutien à la tenue de l'événement dans un contexte difficile relativement à la pandémie de la Covid-19 et à la crise en Ukraine. En présentiel, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte a souhaité un partage de l'expérience de la Côte d'Ivoire sur la gestion de l'actualité. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjumani, s'est acquitté de l'exercice. Nous avons parlé de ce que nous faisons pour trouver la solution au problème des prix des produits qui nous arrivent de l'Ukraine, tels que le blé, tels que également les engrais. Et en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de nous orienter vers des produits de consommation tels que le manioc, le maïs, dont la farine peut être utilisée dans la confection du pain, qui est une denrée très consommée en Côte d'Ivoire. Nous avons également parlé des matières organiques que nous pouvons utiliser dans la fabrique d'engrais au niveau local. L'Afrique a l'ère des risques en cascade et de la vulnérabilité climatique vers un continent pacifique, résilient et durable. C'est le thème de cette 3e édition du Forum d'Aswan, ouvert mardi 21 juin 2022 et qui va durer 2 jours. On rentre à Abidjan. On va célébrer cette heureuse nouvelle. Elle est restée fermée depuis 2011, depuis la crise post-électorale. Mais là, elle rouvre ses portes. On parle de la cité universitaire de Vridi et c'est Adama Diawara qui s'en est chargé. Et Sephora Zegui était sur place pour immortaliser le moment. Bonne nouvelle pour les étudiants n'ayant pas de logement. Ils vont retrouver enfin le sommeil dans la cité universitaire de Vridi. On parlait de titulaire de la chambre cambodgienne. Mais aujourd'hui, là, il y a plus que Cambodgiens. Parce qu'on se retrouve à 4-5 dans une chambre. Vous voyez. Donc ça, c'est ouf de soulagement. Nous sommes contents. Nous disons merci au ministre. Nous disons merci à toutes ces autorités qui ont contribué à faire en sorte que la vie en résidence universitaire soit possible ici au niveau de Vridi. 4 bâtiments disposant au total de 420 lits.
Une infirmerie et des cuisines ont été rénovées afin de résoudre la problématique du logement. Nous venons de prendre possession de la cité de Bridi pour 420 lits qui vont s'ajouter à tout ce qui aura été acquis avec les autres cités qui ont été déjà réhabilitées et les cités qui sont en cours de réhabilitation. Donc vous comprenez que ça nous fera autant d'étudiants que nous pourrons loger. Donc pour toutes ces raisons-là, je pousse vraiment un ouf de soulagement. Et croyez-moi, l'effort du gouvernement continue. Lors de la remise de ces bâtiments aux responsables des CROU, Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, annonce de bonnes nouvelles. Non seulement les cités universitaires périphériques d'Abidjan qui restent, notamment à Bobo 1 et 2, Port-Boué 3, toutes ces cités-là vont bientôt ouvrir leurs portes. Et de la même façon, on a actuellement une nouvelle cité de 1200 lits qui est en construction à l'Université générale Union Guédé de Daloa et une autre de 2400 lits à l'Université Pelifro Gon-Coulibaly de Porogo. Mais également, nous avons actuellement dans les pipes un projet de financement avec la Deutsche Bank qui va nous permettre de construire des cités de 500 lits à Cocody, de 2000 lits à Bobo-Adjamé et de 2000 lits à Boaké. Donc vous voyez que le gouvernement fait énormément d'efforts pour que les transferts sociaux soient revus dans le sens souhaité par tous les acteurs du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Des projets au niveau de l'enseignement supérieur, il y en a. Très prochainement, des classes préparatoires universitaires verront le jour au pôle d'excellence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le ministre annonce également l'ouverture très prochaine des instituts universitaires de technologie. Après chaque tempête, si vous regardez bien, un arc-en-ciel apparaît. Alors, après l'épisode Covid, l'espoir renaîtra. Les entreprises ont subi un coup dur et là, elles veulent repartir, bien repartir. En cela, elles misent sur l'entrepreneuriat, d'où la tenue de ce colloque sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique à l'initiative de la Fondation Kaiden et l'UFR des sciences économiques de l'université Félix Houphouët-Boigny. On en sait plus avec Khalil Diomandé et Issa Chonayo. L'amphithéâtre A du district de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, archi-comble. Étudiants, universitaires, entrepreneurs, chefs d'entreprise et investisseurs, tous réunis pour le deuxième colloque international sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique. Une initiative de l'université en partenariat avec la Fondation Kaiden. Pour cette édition, les réflexions s'articulent autour du thème « Ouvrir une nouvelle ère de prospérité ». Quel rôle pour l'entrepreneuriat? Et l'objectif visé, c'est de réfléchir sur l'écosystème entrepreneurial afin d'aider nos entrepreneurs et permettre également à nos jeunes que nous formons à pouvoir s'insérer aisément dans la vie professionnelle. Avec 14 nationalités qui sont venus de 14 pays africains pour réfléchir ensemble à la problématique de l'entrepreneuriat. Donc vous pouvez imaginer notre fierté de nous associer à ce condensé de sachants pour réfléchir sur les problématiques de l'entrepreneuriat. Dans un contexte socio-économique marqué par le défi de l'insertion professionnelle des jeunes, la mise en place d'une telle tribune de réflexion est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Il y a un problème entre nos offres de formation et les besoins du secteur privé. Donc un tel colloque qui vient parler de l'entrepreneuriat comme outil de développement nous intéresse pour adresser mieux la question de l'insertion de nos diplômés. Cette deuxième édition du colloque international sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique enregistre la présence de plus de 200 participants venus des différents continents du monde. Et le monstre Covid continue de courir. Il va bien falloir réussir à l'arrêter un jour. En attendant que ce rêve devienne réalité, on continue le décompte des cas de Covid. 63 nouvelles contaminations ont été enregistrées hier, portant à 82 905 le nombre total de cas confirmés depuis l'apparition de la maladie en Côte d'Ivoire, avec 183 cas actifs et on déplore 804 décès. Toutes ces vies emportées par un minuscule virus qui jusque-là mène le jeu. Respect donc des gestes barrières et vaccins anti-Covid, voilà ce qu'il faut pour protéger nos vies.
Ce qui protège aussi des vies, c'est la paix, la cohésion, l'entente entre les populations. Et à Djamé-Bingerville, c'est bien ce qui est à l'ordre du jour. Fini la discorde et bonjour la réconciliation. Et pour célébrer cette nouvelle dynamique, la chefferie du village a initié une grande cérémonie de réjouissance, une fête pour honorer et dire merci principalement aux femmes qui ont joué un rôle essentiel dans la quête de la paix. Franck Quadio, Andrea Kakou. Les femmes de la génération Tchagba célébrées à l'occasion de la fête des mères à Akwadjemé, communément connue sous le nom de Djamé-Bingerville. Cette ambiance festive est le symbole d'une unité retrouvée et entretenue par ces femmes issues des différentes classes d'âge, Djeou, Agban, Dogba et Assoukrou. Une initiative de la chefferie en vue de consolider la paix et la réconciliation entre les fils et filles du village. Aujourd'hui, nous avons décidé de partager l'amour avec nos mamans. Nous avons décidé de partager la joie. Et cette joie-là viendra imposer la paix. Nous remercions également M. le préfet qui a pris une bonne décision pour que je sois aujourd'hui chef du village d'Djamé-Bingerville. Toutes ces femmes-là peuvent compter sur moi et que la paix revienne à Djamé-Bingerville. Pour la représentante des femmes, cette célébration apporte de la joie au cœur de toutes les mamans après des moments difficiles traversés par le village d'Akwadjemé. La femme, comme on le dit, est le socle de la cohésion sociale. Et quand, comme on l'a dit souvent, la nuit porte conseil, ça veut dire que la nuit, l'homme s'adresse à sa femme qui lui donne des conseils. Donc je crois que les femmes ont un rôle important à jouer pour que le village d'Akwadjemé retrouve sa cohésion, retrouve la paix. Paix, amour, unité et cohésion sociale, ce sont les mots du représentant de la ministre Anne Oloto, marraine de la cérémonie. Nos mamans d'Djamé-Bingerville seront missionnées à compter de cet instant pour ramener la paix à Djamé-Bingerville. Car la paix, c'est la chose la plus importante qui est recherchée par tout le monde. Une célébration couronnée par des remises de présents aux autorités coutumières et patronales, suivie de récompenses du concours culinaire remporté par Jeanne Dagba de la classe d'âge Djeou. Akwadjemé donne là donc un bel exemple de cohésion et de vivre ensemble. Et c'est justement ce que tente de promouvoir le Festi Alliance sur l'ensemble du territoire national. Festi Alliance, c'est le festival des alliances interethniques de Côte d'Ivoire. Une rencontre culturelle qui a réuni sur une même scène plusieurs groupes artistiques et des artisans venus de toutes les régions du pays. On en sait plus avec Kader Sogodogo. Esplanade du Centre culturel de Kachola. Nous sommes à la 7e édition du Festival Carrefour des Alliés. Un festival qui a pour objectif de contribuer à la stabilité, à la paix et à la consolidation de la cohésion entre les peuples. 8 régions de Côte d'Ivoire participent à ce rendez-vous culturel organisé par l'ONG Convergence culturelle. Il s'agit pour les initiateurs de faire découvrir les peuples de Côte d'Ivoire qui pratiquent les alliances interethniques. Ensuite, permettre à ces peuples de faire l'historique de leur pacte de non-agression avec leurs alliés. Kachola est un carrefour, effectivement, de l'alliance interethnique. Dans la région du Hamba, vous avez 3 peuples qui vivent là, et ces peuples sont interalliés. Le Tagwana est allié au Djimini, le Tagwana est allié également au Mangoro. Je ne crois pas qu'on puisse trouver ce genre d'alliance-là dans les autres régions. Et donc, nous avons estimé que Kachola était effectivement une terre d'alliance et donc un carrefour où on pouvait promouvoir cette valeur. Félicitant les organisateurs, les chefs coutumiers soutiennent l'initiative de l'ONG Convergence. Selon les garants des us et coutumes, la tradition des alliances connues par les ancêtres pour créer le vivre ensemble et poser des pactes de non-agression est un riche héritage à renouveler sans cesse. Les alliances interethniques sont aussi un outil essentiel pour la chefferie traditionnelle pour pouvoir régler les problèmes de conflit et instaurer la paix dans notre localité. En marge des cérémonies culturelles, un panel dénommé le rendez-vous de la jeunesse est organisé. Une rencontre pour parler de la place des jeunes dans la prévention et le règlement des conflits, mais aussi une formation sur le montage de projets. Plusieurs groupes artistiques composés de danse traditionnelle, de masques, de lutteurs traditionnels et de troupes théâtrales, ainsi que des artisans venus de 8 régions du pays ont participé à ce festival qui a duré 7 jours.
Je vous le disais en titre, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de travaux forcés pour détournement de près de 60 millions de dollars dans le cadre du programme d'urgence du chef d'État, a été acquitté en appel. L'affaire était montée en cassation qui avait renvoyé donc le dossier. Son co-accusé, l'homme d'affaires libanais Sono Sano Jamal, est également acquitté. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe motive son jugement par le manque de preuves. Merci de nous faire confiance. Merci de votre fidélité. Je reviens chez vous demain à 13h.